told you I'd go get you a jacket. I'll be all right. You're shaking. I'll go get you one. It won't take you. Well, I'm gonna put online. Be prepared to wait. Don't come. Don't come. Well, I'll go get my eyes checked. I haven't been able to get them checked since 1982. Il patiente depuis des heures. Well, I got here about 4 yesterday, so... Oh my. Certains ont fait des centaines de kilomètres pour venir. So they didn't get enough providers. La plupart ont passé la nuit dans leur voiture. Bonjour à tous. Il va falloir être calme et patient. Je vais appeler les numéros un par un. Lorsque vous entendez le vôtre, montrez-moi votre ticket et continuez dans la file. Numéro 1. Numéro 2. Ce qu'ils attendent désespérément, se faire soigner gratuitement. Hi, can I have your tickets? Thank you. You guys go dental or vision? Which? Dental. Vision? Dental. How are you? 65? And what are you here for? Dentist. Teeth or your eyes? Okay. Ces familles ne sont pas sans abri. La plupart appartiennent à la classe moyenne américaine. Elles sont pourtant obligées de venir se faire soigner dans ce dispensaire. Here, come on. Watch out. Allison a 26 ans. Mère de famille sans assurance, elle vient tout juste d'accoucher. Jack, le petit dernier, a seulement 4 jours. Et mon grand, Junior, a 4 ans. Je m'en veux d'imposer cela à mon bébé. Il y a des maladies et des microbes partout ici. Mais je n'ai pas le choix. Il fallait que je vienne ici et donc que je les prenne avec moi. Je n'ai pas changé de lunettes depuis le lycée. Ça va faire 10 ans que je porte la même paire. Il faut vraiment que je m'en fasse faire des nouvelles. Ici, c'est gratuit et je pars avec le jour même. C'est rageant de se dire qu'il n'y a pas d'autre endroit où aller. C'est mon tour. On y va. Two. I can't see that at all. Comme Allison, ils sont aujourd'hui 28 millions aux États-Unis à ne pas être assurés. Better? Yeah, a lot better. Cette clinique mobile, créée à l'origine pour intervenir dans les pays en développement, opère désormais principalement aux États-Unis. Ces bénévoles sont sur le terrain une centaine de fois par an, le temps d'un week-end. Dans la première puissance économique mondiale, se soigner correctement est un luxe que la plupart des Américains ne peuvent pas se payer. We are behind every country pretty nearly in Europe in this matter of medical care for our citizens. I think every single American has a right to affordable, accessible health care. Obamacare is a complete and total disaster. In the United States, medicine has become a business. Like you're standing there at gunpoint, you give them the money or you die, and you give them the money. It is not a fair system. The U.S. healthcare system is lethal. It is killing people. I had to do what no parent should have to do, and that's hold your child as they die a needless death. Healthcare is a human right, and the only plan I'll settle for is Medicare for all.
Tous les matins, je me lève et je commence par faire du sport. Je cours, je fais du vélo. Je ne le fais pas pour perdre du poids. C'est une obligation que je m'impose. Prendre l'air, faire travailler mon cœur, ça le rend plus fort. Et ça me fait gagner des années d'espérance de vie. Un taux de sucre normal, ça tourne généralement autour de 100. Là, le mien est à 405. C'est extrêmement élevé. L'unique moyen de le faire redescendre, c'est de prendre de l'insuline. C'est comme l'eau ou comme l'air pour moi. C'est une question de vie ou de mort. Sans insuline, je mourrais au bout de quelques jours. Ça ne prendrait pas longtemps. Karine a 30 ans et vit avec son diabète depuis ses 12 ans. Son traitement, qui en France serait pris en charge à 100%, coûte très cher aux États-Unis. Quand je vais à la pharmacie, ils me demandent $1000 pour de l'insuline. Alors je ne la prends pas. La solution que j'ai trouvée pour le moment, c'est de me rationner. C'est très dangereux pour ma santé. Je sais qu'il faudrait que j'arrête de faire ça. Aux États-Unis, contrairement à la France, il n'y a pas de sécurité sociale. Les seuls à bénéficier d'un système de santé publique limité sont les plus modestes et les personnes âgées de plus de 65 ans. Pour les autres, soit ils sont couverts par leur employeur qui paye l'essentiel de leur assurance, soit ils doivent souscrire à un contrat privé à titre individuel, comme Karine et son mari Eric. Tiens, regarde, c'est le site internet. On va pouvoir choisir notre assurance. Bien qu'ils travaillent tous les deux, ils ont du mal à payer des tarifs d'assurance très élevés. Le forfait mensuel est à $695, rien que pour moi. Pour s'assurer aux États-Unis, il faut d'abord payer un premium, un forfait mensuel. Il est déjà très élevé, $15 000 sur l'année en moyenne pour une famille de 4 personnes. Ce premium ne donne pas tout de suite droit au remboursement. L'assuré a un deductible, une franchise. Il paye les frais de sa poche jusqu'à atteindre ce seuil de dépenses. Presque $8 000 pour Karine. Ensuite, l'assuré continue de payer en partageant les frais avec son assureur. C'est le copay ou copaiement. En moyenne, 20% reste à la charge du malade. Cette couverture ne rembourse même pas l'insuline. Les soins médicaux pris en charge par la couverture de Karine sont extrêmement limités. Cette assurance ne couvre même pas mes besoins essentiels, comme mon insuline ou des examens réguliers des yeux. Ce que tous les diabétiques doivent faire très régulièrement. C'est presque inutile. À nous deux, on doit dépasser les $15 000 en frais médicaux pour commencer à être remboursés par notre assurance. On dépense près de la moitié de nos revenus en assurance, qui ne couvre pratiquement rien, et c'est de pire en pire. C'est très stressant. Je ne prends cette assurance qu'au cas où il arrive quelque chose de dramatique et qu'il faille aller à l'hôpital. You getting hungry? Impossible pour le jeune couple de vivre à deux. Ils n'en ont pas les moyens. 9 ans après leur mariage, ils habitent encore chez la mère de Karine. Aux États-Unis, il faut être riche pour se payer de l'insuline. C'est hors de prix. Ma vie dépend donc énormément de mon assureur. Cet homme est un ancien cadre dirigeant d'une grande compagnie d'assurance. Un repenti
Après 20 ans à travailler comme directeur de la communication du 4e assureur du pays, en 2008, il devient lanceur d'alerte et dénonce dans les médias les pratiques en vigueur dans le secteur des assurances de santé. À l'époque, mon travail, pour moi comme pour tous mes collègues d'ailleurs, c'était d'atteindre un objectif, rendre nos actionnaires encore plus riches. Les actionnaires sont les gens qui comptent le plus dans ces entreprises. Ce ne sont pas les patients. Dans mon domaine, refuser de payer le traitement d'une personne, c'est une question de vie ou de mort. Vous avez le pouvoir de déterminer qui peut vivre et qui meurt. Pour moi, c'est se rendre coupable de meurtre. Le profit au détriment de la vie. Un système qui bénéficie à quelques-uns, mais pas à la majorité des Américains. Notre système de santé nous coûte aujourd'hui 3 500 milliards de dollars par an. Cela correspond environ au PIB de la France. C'est assez fou, non? En plus d'avoir le système de santé le plus cher du monde, nous avons une mauvaise espérance de vie, un taux de mortalité infantile élevé et un nombre record de décès dus à des causes évitables. La réalité, c'est que les Américains en souffrent tous les jours. Comment un tel système a-t-il pu voir le jour? In time of war as in time of peace. En 1945, après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe adhère au principe de l'État-providence. La France met en place sa sécurité sociale. Sur ce modèle, le président démocrate Harry Truman propose une loi pour établir une couverture santé pour tous. Harry Truman n'a pas réussi à faire passer sa réforme. Il a fait face à l'opposition d'une organisation très puissante, l'Association des médecins américains, qui était très hostile à l'idée que soit adopté un système comme en Europe. Ce sont eux qui ont commencé à utiliser le terme de médecine socialiste. C'était au début de la guerre froide, à un moment où il y avait une peur panique du communisme dans ce pays. Au début des années 60, les démocrates, de retour au pouvoir, tentent à nouveau de mettre en place un système à l'européenne. Un projet qui suscite une fois de plus des résistances. Une campagne publicitaire est alors lancée pour mettre en garde contre les dangers d'une médecine socialiste. Une propagande qui fait échouer la tentative des démocrates. En 1965, ils tiennent leur revanche. Le président Lyndon Johnson fait voter 2 programmes d'assurance santé publique. Medicaid, destiné aux plus pauvres et aux personnes handicapées. Et Medicare, réservé aux plus de 65 ans. Le désespoir des Américains qui n'arrivent pas à se soigner, c'est ce qui a bouleversé la vie de l'ancien assureur, Wendell Potter. C'était il y a 10 ans. Il se rend chez ses parents et tombe par hasard sur un dispensaire mobile, organisé tout près de l'endroit où il a grandi. Ça m'a brisé le cœur de voir ce que les gens vivaient. Ils n'ont tout simplement plus d'espoir et aucun moyen de se soigner. C'est comme si ces gens-là ne comptaient pas. Je crois que c'est ça qui m'a le plus touché quand je suis allé dans l'une de ces cliniques mobiles. C'était comme si j'étais entré dans un camp de réfugiés. Je me suis dit que moi aussi, j'aurais pu être l'un d'entre eux. En 2008, il devient lanceur d'alerte et dénonce dans les médias les pratiques en vigueur dans le secteur des assurances de santé. Mr. Chairman, thank you for the opportunity to be here this afternoon. Un an plus tard,
il est auditionné devant le Congrès américain. I saw how they confuse their customers and dump the sick, so they can satisfy their Wall Street investors. Son combat, il le mène à Washington, au cœur du pouvoir. Je connais les règles du jeu. J'ai appartenu au camp d'en face. J'ai simplement changé d'équipe. Nous essayons d'obtenir un système plus juste. Et je préfère ça, oui. Je dors mieux la nuit. Pour réaliser son objectif, il s'est uni avec d'autres défenseurs de l'assurance santé pour tous. Ensemble, ils veulent imposer cette idée lors de la prochaine élection présidentielle, en 2020. Le but, c'est vraiment que ce sujet s'impose dans l'esprit des gens. Depuis toujours, la question du système de santé structure l'opposition entre démocrates et républicains. Les républicains disent « laissons ça à la loi du marché ». Et les démocrates, eux, veulent plus de régulation. L'idée, c'est d'arriver à démonter les arguments de l'autre camp. Vous savez, dans une autre vie, je faisais moi aussi de la propagande, et cela marche très bien. La propagande, c'est le nerf de la guerre. Lorsque Wendell Potter travaillait pour une compagnie d'assurance, il a participé à une campagne qui fera date. Nous sommes alors en 1992. Bill Clinton vient d'être élu président. Un an plus tard, il demande à sa femme Hillary de rédiger un projet de loi en faveur d'une assurance santé pour tous. Quand on a vu ce que les Clinton préparaient, nous, les assureurs, nous avons fait tout pour empêcher la réforme de voir le jour. J'ai alors passé beaucoup de temps à Washington pour mener cette campagne de propagande. L'objectif de la campagne, c'était de faire en sorte que les gens aient peur du changement, qu'ils n'aient pas confiance dans le plan proposé. Cette campagne fait échouer le projet de réforme Clinton. Un homme en tire les leçons. Barack Obama, élu président des États-Unis en 2008, et dont la priorité est la réforme du système de santé. It has now been nearly a century. Nearly every president and Congress, whether Democrat or Republican, has attempted to meet this challenge in some way. And that is the issue of health care. I am not the first president to take up this cause, but I am determined to be the last. Obama sait qu'il sera attaqué de toutes parts. Pour réussir, il décide de négocier avec les trois puissants acteurs du jeu qui ont la main sur le système de santé. Les assurances, les hôpitaux et les laboratoires pharmaceutiques. On leur a tous donné un siège à la table des négociations. Et même plus que ça, on les a laissés écrire une grande partie du projet de loi. Pour réussir à faire accepter sa réforme, Barack Obama a dû faire beaucoup de concessions. Le compromis Obamacare réussit à imposer trois principes fondamentaux. Avec le mandat individuel, chaque citoyen est obligé de souscrire une assurance sous peine d'amende. Cette mesure a pour but d'augmenter le nombre de souscripteurs. En échange, les assureurs promettent de baisser leurs prix. Obamacare étant aussi le programme Medicaid destiné aux personnes les plus modestes, à une nouvelle frange de la population, celle située juste au-dessus du seuil de pauvreté. Autre avancée, les assureurs ne peuvent plus discriminer leurs clients en fonction de leurs antécédents médicaux. Une allergie, de l'asthme, du diabète, avant, tout était prétexte pour augmenter les prix, voire même refuser d'assurer. Le 23 mars 2010, la loi est signée.
Des mesures qui suscitent l'enthousiasme dans un premier temps. L'Obamacare a amélioré la situation de nombreuses personnes. Grâce à la loi, 20 millions de citoyens ont pu s'assurer. L'Obamacare marque une avancée historique. Jamais le nombre d'Américains sans assurance n'avait autant baissé en 40 ans. Mais malgré ce système, chaque année, plus de 500 000 Américains font faillite à cause de leurs dépenses de santé. Amy Villela a perdu sa fille il y a 4 ans. Toute cette colère en moi, j'avais besoin de trouver un moyen de la faire sortir. Rien ne me rendra jamais ma fille. Elle est morte. Tout autour d'ici me rappelle Shaline. Je me souviens quand on a emménagé, j'étais heureuse d'être tout près de cet hôpital flambant neuf. À l'époque, j'étais loin de me douter de ce que ça allait signifier pour ma famille. Ce bâtiment représente la perte et beaucoup de souffrance pour moi. Elle est arrivée à l'hôpital avec une jambe rouge et gonflée. Et elle est allée directement au service des urgences. La première question qu'on lui a posée, c'est « Avez-vous une assurance santé ?» Et elle n'en avait pas. Ça a commencé à l'accueil. On lui a dit que ça allait lui coûter très cher, que si elle partait là tout de suite, cela ne lui coûterait rien. Tout a commencé comme ça, à l'endroit même où elle aurait dû être prise en charge. À l'époque, sa fille Shaline a 22 ans. Entre 2 emplois, elle se retrouve sans assurance. 3 semaines après son renvoi des urgences, elle fait un arrêt cardio-respiratoire. Amy arrive à l'hôpital et retrouve sa sœur, déjà au chevet de sa fille. J'ai couru dans le couloir et j'ai vu ma sœur à travers la fenêtre de la chambre. Et j'ai crié, « Est-elle encore vivante ?» Aucun parent ne devrait jamais voir ce que j'ai vu. Je me suis assise à côté de ma fille et je lui ai parlé. « Shaline, sois forte, tiens bon. S'il te plaît, ne meurs pas. » Et ils m'ont dit qu'elle avait eu une embolie pulmonaire. Que c'était à cause du caillot de sang dans sa jambe. Et là, je me suis dit, mais elle est pourtant allée aux urgences. Qu'est-ce qui s'est passé? Ellie, ma sœur, m'a dit, comment ont-ils pu ne pas s'occuper d'elle? Je la tenais dans mes bras, contre moi, comme quand elle était bébé. Et je lui ai chanté la chanson que je lui chantais enfant. Je savais qu'ils allaient éteindre la machine et je les ai suppliés. Donnez-moi encore quelques minutes, s'il vous plaît. Et quand la machine a fait son bruit continu, là, la réalité m'a rattrapée. Ma fille était morte. Et pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'assurance.
Aux États-Unis, les hôpitaux sont devenus des entreprises commerciales et ils agissent comme tels, c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à optimiser leurs profits au détriment du bien de leurs patients. Pour maximiser leurs profits, les hôpitaux ont recours à des techniques de surfacturation. Quand vous allez à l'hôpital, tous les services que vous allez recevoir, que ce soit l'occupation de la chambre, les soins fournis par les médecins ou les médicaments prescrits, chacun de ces services a un prix répertorié dans un registre qu'on appelle le Charge Master. Ces prix sont facturés bien plus cher que ce qu'ils ne coûtent réellement. Le Charge Master est le catalogue des tarifs des soins. Il est propre à chaque hôpital qui décide arbitrairement des prix. Les hôpitaux facturent aussi des soins supplémentaires grâce à un système de codes. Chaque code correspond à un soin et à un tarif inconnu des patients. Impossible alors pour eux de savoir à quoi correspondent leurs factures. Les grands groupes hospitaliers emploient tout un tas de personnes qu'on appelle les codeurs. Leur travail, c'est d'attribuer aux malades les codes qui rapportent le plus d'argent à l'hôpital. Par exemple, si vous venez pour une appendicite, ils vont vous facturer pour une appendicite, mais ils diront qu'il y a eu des complications. Donc l'hôpital empire la situation par rapport à la réalité pour obtenir plus d'argent de la part des assurances. C'est ça qui conduit à l'explosion des prix du système de santé. Quand vous entrez dans un hôpital, vous ne savez jamais ce que vous allez devoir payer. Et ça, c'est terrifiant. Donald Trump a signé un décret qui oblige désormais les hôpitaux à afficher publiquement leurs prix. Une avancée vers plus de transparence. Mais dans son projet de réforme du système de santé, sa priorité, c'est surtout de défaire l'Obamacare. Il en avait fait une promesse de campagne. That begins with immediately repealing and replacing the disaster known as Obamacare. Le président Trump est déterminé à détruire tout ce que le président Obama a fait. Il veut réduire l'héritage d'Obama à néant. Et ça commence par l'Obamacare. Donald Trump propose sa réforme Trumpcare, dont l'objectif est d'annuler l'Obamacare, trop socialiste à son goût. Il est l'héritier d'une tradition républicaine et veut limiter au maximum l'intervention de l'État. Une fois élu, le président américain met son plan à exécution. Il se lance alors dans une opération séduction pour la faire passer au Congrès. Action is not a choice, it is a necessity. So I am calling on all Democrats and Republicans in Congress to work with us to save Americans from this imploding Obamacare disaster. La Chambre des représentants, majoritairement républicaine, vote la réforme. Mr. Johnson, aye. Il reste un dernier obstacle à franchir, le vote du Sénat, beaucoup plus divisé. Pour défaire l'Obamacare, les républicains avaient besoin de chaque vote. John McCain, qui était un républicain conservateur, était le dernier à voter. Et il l'a fait en levant la main rapidement et en pointant le pouce vers le bas. The ayes are 49, the nays are 51. The motion is not agreed to. The amendment is not agreed to. He decided to do something different, and that's fine. And I say we still have a chance to, we're going to do it eventually. Comme la réforme Obamacare n'a pas pu être mise en échec d'un seul coup, l'administration Trump s'est employée à la détricoter point par point. Donald Trump multiplie alors les actes législatifs, visant chacun
un des éléments de la loi Obamacare. You know, one thing I really learned is I learned. It is time to go, Jeff. It is time to go. You wish you would have started with infrastructure at the beginning of this year. L'administration Trump a juste dit « il n'y a plus d'amende ». Maintenant qu'il n'y a plus d'amende, si on ne souscrit pas à une assurance, eh bien les gens en bonne santé ne le feront pas. Résultat, c'est plus cher pour tous les autres. Symboliquement, ça a été un vrai pied de nez à Obama. Regarde ce que j'en fais, moi, de ta loi. I think Obamacare is over. This is something I'm very proud of. Great for our country, great for the American people. Thank you all. Porté par cet élan, Donald Trump poursuit son offensive contre l'Obamacare. Depuis, le nombre d'Américains non assurés augmente de nouveau. Et certains le payent de leur vie. Comme Shaline, la fille d'Amy. Hey, did you make this for me? Yes. Thank you. Come on in, we gotta do homework. I don't have homework. You always say that, but you always have homework. No, look, check my backpack. All right, bring your backpacks in here. À la mort de Shaline, Amy traverse une profonde dépression. Sa sœur Ellie va l'aider à se relever. Ça, c'est pour les mangeurs d'herbe. T'es sérieuse? T'as vu, je m'applique, je m'améliore. Je suis revenue de loin. Je ne savais pas quoi faire, j'étais totalement désemparée. On avait perdu Shaline et je pensais que j'allais te perdre, toi aussi. Je me suis demandé si tu allais te laisser mourir. Je voulais mettre fin à mes jours. Je sais. J'ai écouté Ellie et j'ai commencé à me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose. Shaline, c'était une battante. C'était 4 mois avant la dernière élection présidentielle. Je suis allée à un meeting de Bernie Sanders et je l'ai entendu parler de la santé pour tous. Là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, voilà la cause que je veux défendre. Boys, Tonio, Sebastian, can you come here? We're gonna put your shirts on. Do you remember why we're marching today? Je ne savais pas quoi faire. Go put your shoes. You got your shoes on. Okay. Je continuais à travailler, j'étais toujours en deuil. Je pleurais continuellement. Microphones, I need the backdrop holder, the microphone stand. All of this stuff here. All right, ready to go? Let's go. C'est à partir de ce moment-là que je suis devenue une infatigable militante d'un système de santé pour tous. Hello. What's up? Hey, comment ça va? Non, j'ai décidé de rester à la maison aujourd'hui. Je vais faire une pause. Non, je suis dans la voiture. Et on a tout avec nous. Dès qu'on arrive, on commence à installer. Allez, à tout de suite. Jamais je n'aurais imaginé faire de la politique. Amy Vilela. She's a national progressive activist and former congressional candidate. Welcome, Amy Vilela. Nous voyons nos voisins et nos familles mourir. Et cela n'a pas l'air de gêner nos hommes politiques. Vous savez quoi? Nous sommes forts. Et si nous parlons d'une seule voix, nous pouvons pousser ceux qui nous gouvernent à adopter des lois en notre faveur. Ensemble, nous devons demander des comptes à nos représentants. Et la santé pour tous, c'est la première des grandes batailles. Ils nous ont sous-estimés et c'était une erreur. Nous allons nous battre. Nous allons leur faire la guerre. Les Américains font de plus en plus entendre leur soif d'un système de santé plus juste.
L'une de leurs principales revendications, stopper la hausse du prix des médicaments. Ils ont augmenté de 30% en moyenne sur les 5 dernières années. Sur la même période, par exemple, le prix de l'Advair, un médicament qui traite l'asthme, a enregistré une hausse de presque 200 $. Pour les laboratoires pharmaceutiques, les États-Unis font figure d'Eldorado. Un marché évalué à 500 milliards de $. Les fabricants peuvent y commercialiser leurs médicaments à n'importe quel prix. Les prix des médicaments dans notre pays sont bien plus élevés que partout ailleurs dans le monde. Pour la même substance, parfois même la même boîte, avec juste la langue qui change. En France, les autorités négocient directement avec les laboratoires. Ce n'est pas le cas aux États-Unis. Une aubaine pour les fabricants qui font tout pour maintenir ce système en place. Dans ce pays, les entreprises pharmaceutiques sont très peu contraintes par la réglementation. Et pour une raison simple, elles ont le plus puissant des lobbies à Washington. Je peux vous dire que ce ne sont pas des millions, ni des dizaines de millions, ni des centaines de millions, ce sont des milliards de dollars que l'industrie pharmaceutique a dépensé ces 20 dernières années en lobbying auprès des membres du Congrès. Le secteur pharmaceutique est de loin celui qui dépense le plus en lobbying. 228 millions de $, rien qu'en 2019. Qu'ils soient démocrates ou républicains, tous les politiciens reçoivent de l'argent de l'industrie du médicament. Une pratique interdite en France, mais qui fait intégralement partie du jeu politique américain. Pour les laboratoires pharmaceutiques, ces sommes d'argent servent avant tout un but: maintenir en place un marché du médicament sans aucune régulation. Nous aimons dire que notre système de santé fonctionne sur le principe de la libre concurrence. Ce n'est pas le cas. Les prix ne sont pas fixés par la loi du marché. Prenons l'exemple de l'insuline. On pourrait penser que les 3 principaux fabricants se font concurrence et ainsi baissent leurs prix. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qu'il se passe. À chaque fois qu'un d'entre eux augmente le prix de ses produits, en le faisant passer de 50 à 100 $ par exemple, eh bien les 2 autres suivent. Et ils se rendent compte que les gens paient. Alors ils continuent et les prix continuent de grimper. Dans le collimateur, les fabricants d'insuline, dont l'un d'entre eux, Eli Lilly, est un géant américain de l'industrie pharmaceutique. En 5 ans, le laboratoire a doublé le prix de son insuline. À sa tête alors, Alex Azar. Pour faire baisser les prix des médicaments, c'est pourtant cet homme que Donald Trump n'hésite pas à nommer au poste de secrétaire d'État à la santé. Come here, Alex. He's going to get those prescription drug prices way down as a little bit of an extra, right? It's going to come rocketing down. C'est comme faire entrer le loup dans la bergerie. Quand vous mettez quelqu'un comme Alex Azar pour diriger le ministère de la Santé, vous savez que rien d'ambitieux ne sera jamais entrepris. Ce qu'il va faire, c'est protéger les intérêts de l'industrie pour laquelle il a travaillé. Face à la flambée des prix, Karine ne va plus à la pharmacie et doit trouver d'autres moyens de se procurer de l'insuline. Salut, comment ça va? Bien, et toi? Je vais bien, merci d'être venu. Avec plaisir. C'est de l'Humalog. C'est mon traitement principal. Une seule boîte me coûterait 500 $. Tu n'imagines pas à quel point ça m'aide, vraiment. Je ne sais pas comment la remercier. Là, il y en a pour des milliers de dollars sur la table.
Je suis allée sur Facebook et j'ai vu le message que ma collègue venait de poster. Elle disait qu'elle avait de l'insuline en trop et qu'elle voulait la donner à quelqu'un dans le besoin. J'ai sauté sur l'occasion, je t'ai tagué, tu te souviens, je t'ai même appelé. J'étais super contente. J'étais sûre que c'était ce que tu prenais. J'ai appelé ma collègue, je lui ai expliqué la situation et elle m'a dit qu'elle était OK pour tout te donner. Et elle en a régulièrement en trop? Son médecin lui a prescrit un nouveau traitement d'insuline. Du coup, elle avait des boîtes de son traitement d'avant en trop. Au lieu de les jeter à la poubelle, elle voulait trouver quelqu'un à qui les donner. Ça ressemble vraiment à un deal de drogue. Des gens viennent avec des sacs remplis d'insuline et on les échange sous le manteau. C'est comme ça que je tiens ces derniers temps. J'ai des gens dans ma vie qui me donnent leur surplus. On fait ce qu'il faut pour survivre. C'est tellement angoissant. Je vis dans la peur et c'est comme ça depuis tellement d'années. Être diabétique, c'est déjà en soi très fatigant, même quand je prends tous les traitements dont j'ai besoin. Désolée, je ne sais pas si je vais pouvoir m'arrêter. Même avant que le prix de l'insuline n'explose, vous savez, c'était déjà très dur. Derrière l'explosion du prix des médicaments se cache un hydre à 3 têtes. Les laboratoires pharmaceutiques, les assureurs et un dernier acteur au rôle central mais méconnu, les PBM, des sociétés de prestations pharmaceutiques. Ces entreprises négocient pour le secteur de la santé le prix des médicaments avec les fabricants. Des intermédiaires aux pratiques obscures qui sont la clé de voûte du système. En d'autres termes, les laboratoires pharmaceutiques, les assureurs de santé et les PBM s'entendent sur les prix des médicaments et sur le taux des remboursements. Et nous n'avons aucune idée des prix qu'ils négocient. Puisque c'est un business, le prix des médicaments est considéré comme un secret commercial. Et donc on ne sait pas qui est responsable de cette hausse des prix. Assureurs, laboratoires ou PBM, ils sont tous responsables de cette situation. Ils s'accordent à dire que ce système ne marche pas, mais ils se rejettent la faute les uns sur les autres. Il y a une autre stratégie sur laquelle les laboratoires pharmaceutiques se retrouvent. Conserver à tout prix leur part de marché en repoussant la concurrence des fabricants de génériques. Leur technique, profiter d'une législation américaine très protectrice en matière de brevets. L'une des stratégies des grands laboratoires pharmaceutiques pour entraver le fonctionnement du marché libre et empêcher l'arrivée à la vente de médicaments moins chers, c'est l'evergreening. Il s'agit de modifier très légèrement la composition de produits déjà existants, de manière à prolonger la durée de leur brevet. Ainsi, les génériques ne peuvent pas rentrer sur le marché. L'un des médicaments contre le diabète qui se vend le plus, c'est l'Humalog. Et aux États-Unis, il est protégé par 254 brevets. Cette multiplication des brevets empêche l'arrivée des génériques sur le marché. Le cas de l'insuline est le plus révoltant. C'est vraiment scandaleux. Longest flight I've been on in a while. How long of a drive is it to Vancouver? It's like 3.5 traffic. Okay. Starting route to Mark's Marine Pharmacy. Afin de se soigner, certains Américains sont obligés de partir à l'étranger. Pour la première fois,
Karine et Eric se rendent au Canada, où l'insuline est beaucoup moins chère. On le fait. Jamais je n'y aurais cru. C'est quand même extrême comme solution. On ne peut pas vraiment se permettre de prendre un jour de congé pour profiter de Vancouver. On fait juste l'aller-retour, on achète de l'insuline et on rentre à la maison. J'ai seulement 7 jours de vacances par an. Donc c'est un peu frustrant de s'en servir juste pour aller dans un autre pays, acheter un médicament basique alors que notre pays est plutôt développé. C'est vrai que c'est un peu fatigant, mais ça n'empêche. Je suis tellement contente à l'idée d'acheter de l'insuline à ce prix-là. Acheter des médicaments dans un pays étranger et les rapporter aux États-Unis est illégal, mais toléré. Ici, l'ordonnance américaine de Karine est acceptée. Je vois la pharmacie juste là. Oui, fais demi-tour et tourne juste après. Bonjour, vous allez bien? Je viens chercher mon traitement au nom de Karine Wofford. Ok, Lantus et Humalog. Et voilà votre ticket. Donc au total, ça fait $700, c'est ça? Oui. Moi, ça me va très bien. Avec ça, j'en ai pour un an. On a beaucoup de clients comme vous. Il y a déjà 3 Américains qui sont venus aujourd'hui. La différence de prix est astronomique. Je passe de $2700 à $700 pour le même nombre de boîtes. C'est dingue. Et quand on passe la douane, vous savez s'ils posent des questions? Oui, ça arrive. Soyez transparente avec eux et dites-leur que c'est pour vous. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que les gens les revendent aux États-Unis. Je ne sais pas comment vous remercier, vraiment. Vous n'imaginez pas ce que ça représente pour moi. Merci, merci beaucoup. C'était un plaisir de vous rencontrer. On reviendra, c'est sûr. C'est une super journée. Aussi bonne qu'un diabétique peut avoir en ce moment. Contrairement à la France, aux pays européens ou au Canada, aux États-Unis, on ne considère pas la santé comme un droit de l'homme. On estime acceptable qu'un citoyen d'un des pays les plus riches du monde puisse entrer dans une pharmacie pour acheter son insuline et ressortir sans, parce qu'il n'a pas les moyens de payer. Aux États-Unis, il existe tout de même un filet de sécurité, la loi EMTALA. Elle oblige les hôpitaux qui reçoivent des fonds publics à stabiliser un patient qui se présente dans un état critique. Mais un tiers des établissements n'appliqueraient pas cette loi. Pour Amy, sa fille Shaline serait toujours en vie si l'hôpital avait respecté son obligation légale. C'est tout ce qu'il me reste de Shaline. Je me rappelle pourquoi. Pourquoi je me bats? Pourquoi je fais tant de sacrifices? Je ne veux jamais perdre ça de vue. C'est ce qui alimente ma rage. C'est le jour J, les filles. Ça y est.
J'ai tellement envie de ça pour Shaline. Amy a décidé d'attaquer l'hôpital pour non-respect de la loi EMTALA. Aujourd'hui, elle va enfin savoir si la Cour de justice du Nevada autorise un procès. Pour que le système change, Wendell continue le combat politique. Je savais que ça allait être un long combat, et je ne sais pas quand il s'achèvera. C'est juste une question de temps. Un jour, nous obtiendrons gain de cause, la santé pour tous. Je me battrai jusqu'au bout, jusqu'à ce que le Congrès vote une loi et que le président la signe, qui nous donne enfin le système de santé dont nous avons besoin. Bonjour à tous, mon nom est Wendell Potter. Et j'ai de bonnes nouvelles, nous sommes sur la voie de l'assurance santé pour tous. Salut, c'est Amy. Je suis devant le palais de justice de Las Vegas. Et je voulais annoncer à tous mes amis et mes frères et sœurs révolutionnaires qu'on avait gagné une bataille aujourd'hui. On a remporté l'audience préliminaire contre l'hôpital pour violation de la loi EMTALA. Alors c'est une belle journée. Pour Amy, le procès aura lieu dans quelques mois. Je ne peux pas faire revenir Shaline. Tout ce que je peux faire, c'est faire en sorte que ça n'arrive pas à d'autres. Je suis impatiente et je veux que tout le monde sache qu'il y aura un procès pour Shaline. Je les retrouve au tribunal. Elle serait fière de nous. Medicine for the people! Not for profit! Medicine for the people! Not for profit! Karine réclame elle aussi qu'on lui rende des comptes. Avec son association, elle est allée chercher les responsables au pied de leur bureau. On veut qu'Eli Lilly nous entende. On veut qu'il sache que les gens meurent chaque année. Je me battrai jusqu'à ma mort, jusqu'à ce que les choses changent. Pour ceux qui sont morts, pour ceux qui sont diabétiques, pour nous et pour tous ceux qui ont besoin d'un médicament pour vivre. Nous gagnerons.